Bonjour à tous, bonjour à toutes, on est parti? Allez, merci d'être venu me voir à cette conférence. Au départ, j'avais prévu de m'asseoir au milieu, de raconter une histoire comme un vieux, vous savez, avec un châle et un feu, mais je me suis dit tout le monde va s'endormir, moi y compris, donc on fait un truc un peu plus dynamique. Cette conférence s'intitule Écoutez l'histoire de Sonos Voice et de ZIO, ou de ZIO, on va y revenir. Je suis Pierre Baillet de Sonos Vox, et voici ce dont nous allons parler aujourd'hui. Donc déjà au départ, je vais me présenter ce que fait Sonos, ce que fait Sonos Vox. Puis je vais vous parler un petit peu du framework ZIO et comment est-ce qu'on l'utilise chez nous quotidiennement dans notre équipe en production. Vous montrer des exemples concrets et comment ça se passe en production, à la fois les bons côtés des choses et les mauvais côtés des choses. Hein. J'avais promis que je parlerais de catastrophes et évidemment des catastrophes dans ce talk. Voilà, à la fin, un au revoir et normalement on aura un petit peu de temps pour des questions. Voilà. On est parti. Introduction. Allons-y. Alors déjà, qui suis-je? Donc je m'appelle Pierre Baillet. Mon handle sur Twitter, c'est sur Twitter, ouais, et sur les autres réseaux sociaux, hein, Mastodon par exemple, c'est Octplane. Vous pourrez me trouver un peu partout. J'ai mis mon mail si jamais vous voulez m'envoyer des messages, n'hésitez pas. Et aujourd'hui, je suis chef d'équipe chez Sonos Vox. Avant j'étais chez Datadog, avant j'étais chez Hippon, donc il y a des Hippon dans la salle, il y a peut-être des Datadog. Avant j'étais chez Photopédia, mais ça personne, bon, je sais qui était chez Photopédia. J'ai fait à peu près tous les langages de la Terre, y compris les pires, genre XSLT, voilà. Chez moi le week-end je fais des langages beaucoup plus élégants. Voilà. Et Scala alors, eh ben, Scala en fait j'en ai fait dans les années 2010, à l'époque où c'était encore la super hype. Ah oui, ce talk est plein de mauvaise foi, pardon. À l'époque où c'était encore la super hype. Et puis j'ai arrêté, et quand je suis rentré chez Sonos Vox, on m'a dit « Ah, tu vas voir, chez nous, on fait tout en Scala ZIO, ça va être super ». Moi, ça faisait 2 ans que je faisais du Go et du Python. Inutile de vous dire que la marche a été haute. Hein, je me la suis prise dans la tronche. C'était il y a 2 ans, mais vous voyez, 2 ans après, je viens me parler de Scala et ZIO, comme quoi je me suis réconcilié un petit peu avec toutes ces technologies barbares. Sonos Vox, c'est une filiale, c'est la filiale qui s'occupe. Alors déjà, qui connaît Sonos dans la salle? Je vais faire fin de sondage. Oh, c'est super. Parce que ce matin, il y a quand même quelqu'un qui me dit « Ah oui, Sophos ?» Les antivirus, non. Sonos, la musique. Donc Sonos, c'est des enceintes qui sont connectées, qui font du multi-room, qui sont fantastiques. Achetez-en. Mais surtout, elles ont des petits micros et elles font de la reconnaissance vocale. Donc voilà, c'est une technologie française, voilà, entièrement. Donc au départ, c'est une start-up française qui s'appelle Snips, qui faisait de la reconnaissance vocale sur device. Ah oui, précision importante. Tous les termes anglais ont été traduits en français dans ce talk. Sur les slides pour faire honneur à la mère patrie, mais du coup parfois c'est un peu bizarre. Donc reconnaissance vocale sur les devices. Snips a été racheté par Sonos en 2019 pour un paquet d'argent, comme on dit. Et puis ils ont dit, alors maintenant que ça marche votre truc, vous allez le faire marcher dans nos enceintes, et puis on va faire parler nos enceintes, ça va être fantastique. Du coup, hop, on est parti, on a commencé à faire tout ça. On est sorti en juin 2022 en anglais, en américain plutôt, et en décembre 2023 en français, parce qu'on est français et qu'on voulait faire du français quand même, il ne faut pas exagérer. La fonctionnalité importante de Sonos Voice, c'est que le décodage et la compréhension de la voix, donc le SLU, le Spoken Language Understanding, c'est fait entièrement sur le device, donc votre voix ne va jamais sortir de l'enceinte, ni de chez vous, du coup. Voilà. Voilà, c'est un gros point fort. Aujourd'hui, à part les iPhones qui ont des quad-core et je ne sais pas combien de gigaoctets de RAM, personne ne sait faire ça sur des devices de la taille d'une enceinte Sonos. Et nous, on a réussi à le faire, donc c'est un exploit. Et c'est français, donc cocorico. Hein, voilà. Les autres features intéressantes des enceintes Sonos, c'est qu'elles sont Wi-Fi first, donc vous les branchez, elles font du réseau entre elles, ou elles utilisent votre réseau à vous, elles font du Bluetooth, et après vous pouvez jouer de la musique sur 1, 2, 3, 4 enceintes simultanément, sans désynchronisation. Ça supporte des centaines d'intégrations. Si vous n'avez jamais regardé, regardez et achetez des enceintes Sonos. Moi, du coup, je suis le team lead de l'équipe des services du nuage, comme on dit en français. Il y a 4 ingénieurs qui font des applications. On a 2 ingénieurs qui font infrastructure et ops, donc les DevOps, les fameux DevOps. Un chef d'équipe qui fait rien et un PM qui fait du Jira. Bon, bah, du coup, comme ça, tout le monde a un travail intéressant. C'est intéressant parce que, alors évidemment, il y a du cloud. Vous allez me dire, oui, mais alors du coup, le respect de la vie privée, blablabla. Alors déjà, nous, on ne reçoit pas du tout les enregistrements des gens qui parlent sur les enceintes. On reçoit que des commandes. Évidemment, c'est des enceintes connectées, donc il faut connecter à quoi? Vous allez dire au courant, oui, mais aussi à l'Internet. Et donc pourquoi? Pour qu'elles puissent streamer de la musique de Spotify, Deezer, YouTube, tout ça. Et tout ça, ça passe par des commandes qui passent par des API très compliquées. Et donc, mon équipe, elle transforme ces API très compliquées en API très simples que les enceintes savent utiliser. Comme ça, les enceintes, elles sont un peu bêtes, même si elles sont très fortes. Et nous, on fait des trucs compliqués. Et après, hop, ça stream directement chez vous. L'idée, c'est que on a
pris l'application Sonos, qui tourne sur des téléphones mobiles en fait, on a regardé ce qui faisait comme fonctionnalité, et on s'est dit, mais en fait, le scope maximal de ce qu'on va vouloir partager comme information avec le cloud, c'est ce que fait l'application. Et donc en fait, notre back-end, il n'a pas accès à plus d'informations que l'application que vous installez sur votre téléphone. Et donc l'idée, c'est qu'en faisant ça, et en garantissant que votre voix, elle ne quitte pas l'enceinte, on respecte votre vie privée, parce que si vous donnez votre numéro de carte bleue à l'enceinte en lui chuchotant dans l'oreille, ça reste là, quoi. Voilà. Comment fonctionnent les services du nuage? Donc, on a plusieurs services. Donc, on a un service de lecture, évidemment. Le service de lecture, c'est celui qui est appelé quand vous dites Hey Sonos, mets-moi de la salsa. Et hop, ça appelle ce Sonos en disant Hey, la salsa. Donc, on cherche. Attends, t'es abonné à quoi, toi? Tiens, salsa, playlist, paf, pouf, c'est parti. Text to voice, donc text to speech. Quelle heure est-il? Quel est le morceau que j'écoute? Ce genre de truc. Groupe-moi ces enceintes. Hey Sonos, groupe-moi la cuisine avec le salon. Très bien, j'ai groupé la cuisine avec le salon. Voilà, tout ça, ça marche à la voix. Les favoris, ajoute cette chanson à mes favoris. Et l'authentification, évidemment, parce que derrière, on fait beaucoup de brokering, comme on dit en français, au hot, pour vous authentifier sur les services tiers. Et on génère des catalogues. Les catalogues, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est? Un catalogue, c'est un truc avec des papiers, des pages qu'on tourne. C'est pas exactement ça qu'on fait chez nous. Ce qu'on fait chez nous, c'est que on va prendre tout ce que vous écoutez sur vos fournisseurs de musique, voilà, vos playlists, vos artistes, tout ce que vous avez liké soigneusement, on va le compiler et on va en faire un dictionnaire qu'on va envoyer sur l'enceinte. Pourquoi on fait ça? Pour que l'enceinte, elle sache reconnaître ce que vous dites, parce que par exemple, moi j'écoute Metallica, voilà. Il y a des gens qui écoutent Metallica dans la salle? Ouais. Il y a des gens qui n'écoutent pas Metallica dans la salle? Voilà. Bon, ben voilà. Bon, donc moi, chez moi, si je dis Hey Sonos, mets du Metallica, l'enceinte, comme j'ai liké Metallica un jour chez Spotify, elle sait que Metallica, ça se dit Metallica, que c'est Metallica, et du coup, hop, elle peut dire Hey, joue-moi du Metallica. Par contre, si je vais essayer quelqu'un qui n'écoute pas de Metallica, et je dis Hey Sonos, joue du Metallica, ça ne marchera pas. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'on a un catalogue commun avec 80% de ce que tout le monde écoute, donc Metallica, c'est dedans. Mais par exemple, je peux vous parler d'Infected Mushroom. Vous connaissez Infected Mushroom? Qui connaît? Ils sont beaucoup moins nombreux, hein, voilà. Et ça, je peux demander à mon enceinte, et ça marche, voilà. Et si j'écoute un truc hyper obscur, et que je l'ai liké un jour sur Deezer, je peux lui demander, et ça marche. Ces catalogues, on les fabrique en batch dans le cloud, parce que c'est plus facile. Et les enceintes, il faut voir que c'est des petits CPU, vous voyez, des Snapdragon, des machins comme ça, donc ça commence à être plus gros, mais c'est des tout petits CPU. On ne peut pas faire grand-chose dessus, donc tout ça, on le prépare, on l'upload sur le device, enfin on le download, et ça contient le modèle vocal que l'enceinte pourra comprendre, voilà. Mon équipe s'occupe de tout ça. Donc en fait, quand vous parlez à Sonos Voice et que ça ne marche plus, c'est à cause de moi. Notre stack, historiquement, c'est une stack startup de licorne, du coup, dans AWS. Rien d'extraordinaire. Je veux dire, on est une startup française, on est financé par l'assurance chômage d'un côté, l'État de l'autre, et peut-être un fonds d'investissement. Du coup, on fait de l'AWS parce qu'ils nous donnent de l'argent. Ça aurait été Google, on a fait du Google. On en a fait d'ailleurs. Elle est en fait complètement séparée de la stack Sonos aujourd'hui, parce que comme on a été racheté et qu'ils voulaient faire de la voix sur les enceintes, ils nous ont dit, les mecs, ouais, on est pressés. Vous voulez venir dans notre cluster géant, Sonos, Corp, machin? On dit non, on a un petit compte AWS à nous, on va rester là, on est bien entre nous. Du coup, on a une stack de start-up encore aujourd'hui, presque 3 ans après le rachat, donc c'est chouette, quoi. Dedans, tout un tas de trigrammes, y compris des faux, mais vous voyez un peu l'idée. Tout un tas de systèmes de monitoring qui existent tous. Tout un tas de langages et beaucoup trop de YAML. Mais ça, c'est notre problème à tous, j'imagine. Enfin, en tout cas, c'est mon problème à moi. Quelques chiffres sur ce qu'on fait aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a environ 15 microservices dans 3 régions du monde. On fabrique environ 500 000 catalogues tous les jours. Voilà, donc ils sont rafraîchis sur les enceintes périodiquement, suivant l'usage que vous faites de la voix et l'usage que vous faites de vos fournisseurs de musique. Et environ 30 000 requêtes de lecture par jour. Bon, tout ça, c'est des chiffres qui sont à peu près faux, parce que je n'ai pas vraiment le droit de donner les vrais chiffres, mais c'est des bons ordres de grandeur. Voilà. On a aujourd'hui 3 monorepos. Donc un monorepo Scala de 100 000 lignes, un monorepo Helm de 13 000 lignes, oulala, et un monorepo Terraform de 110 000 lignes. Oulala. Qui a déjà fait du Terraform ici? Vous voyez, 110 000 lignes de Terraform? Ouais, vous voyez ma souffrance? Ouais, hein, c'est ça la vie. ZIO, Kazako. Alors bon, déjà, ZIO, les puristes disent ZIO, je crois. Non, ZIO. François, tu me corriges? François est un puriste. Moi, j'ai dit ZIO parce que c'est une espèce de trigramme sympathique. Bon, voilà. En vrai, c'est pas très grave, mais il faut savoir dire les deux pour pas avoir trop l'air ridicule en soirée. Donc, je dis les deux. Je dirai les deux pendant ce talk. Qu'est-ce que c'est? Déjà, qui connaît Java? Ah, c'est bien. Qui connaît Scala? Qui a déjà fait du ZIO? Ouah, c'est cool, il n'y a personne. Enfin, s'il y a lui, enfin, ils sont 2-3, c'est super. Bon, voyez Java, donc Scala, dialecte Java, assez connu.
qui était un peu hypeux dans les années 2010 et quelques. Aujourd'hui, c'est plus difficile parce qu'en fait, petit à petit, ça sert de labo d'expérimentation à Java. Et puis Java, il aspire les super features de Scala avec 10 ans de retard, diront les mauvaises langues, et elles deviennent partie du langage. Donc c'est cool. Les fonctionnalités intéressantes de Scala, en tout cas en tant que moi, mec qui est du Scala régulièrement, c'est plus compact que du Java de base, assez facilement. Il y a tout ce qui est data type algébrique. Donc ça veut dire que c'est la même chose que les options laser. En gros, vous n'avez pas de nul. Vous pouvez faire des arbres d'objets qui sont faciles, qui vont décrire vos types de données, et vous pouvez manipuler dans ces arbres d'objets de manière très efficace. Et donc, tout ce qui est pattern matching et tout ça, c'est des trucs qui sont très très puissants. Voilà, si vous en avez déjà fait, vous voyez évidemment de quoi je parle. Si vous n'en avez jamais fait, il faut essayer. Donc, ça existe en Rust, ça existe en Kotlin, je pense, ça existe dans plein de langages. Le pattern matching, c'est la vie, quoi. Je ne parle pas trop des autres détails de Scala, mais du coup, c'est relativement intéressant comme dialecte. Et par-dessus ça, il y a des gens qui ont dit « Ah, on va construire un truc, on va appeler ZIO ». Voilà, je l'appelle ZIO maintenant, qui est un système de programmation concurrente, asynchrone, composable et type safe pour Scala. Voilà. Alors, qui sait ce que c'est que la programmation fonctionnelle? Okay. Qui sait ce que c'est qu'un effet de bord? Ok, bon alors du coup j'ai deux anecdotes. Voilà. Je vous avais dit qu'il y aurait des blagues. Voilà, première blague. Donc l'effet de bord, vous rentrez dans un bar et vous êtes fatigué, mais vous avez envie de parler avec quelqu'un, de rencontrer quelqu'un, bref, vous vous sentez seul. Donc vous installez au bar, vous commandez un truc à boire, et là vous apercevez quelqu'un à l'autre bout du bar qui vous intéresse. Ok. Bon, vous allez essayer d'attirer son attention. Il y a plusieurs façons de faire. En général, on va commencer par regarder de manière intense en espérant faire de la télépathie, mais ça ne marche pas. Du coup, peut-être on va faire comme ça. Voilà, bon, voilà. Du coup, vous faites des trucs. Voilà. Et si jamais il se passe quelque chose, eh ben, en fait, il y a un effet de bord. Voilà, vous avez agi, vous avez gigoté, et l'univers autour de vous a pris compte de votre présence et a réagi. Mais par contre, quand ça ne marche pas, vous allez vous faire tout ce que vous voulez dans votre petite bulle à vous. Il n'y a pas d'effet de bord. Vous gigotez, vous faites des trucs, machin, tout ça, et vous repartez à la fin tout seul, vous avez parlé à personne, l'univers autour vous a ignoré royalement, il n'y a pas eu d'effet de bord. Un effet de bord, c'est un peu ça. Hein. Alors évidemment, il y a des constructions mathématiques et des trucs plus compliqués pour expliquer ça. Et la deuxième histoire que j'aime bien raconter pour ça, c'est expliquer qu'en gros, ZIO est basé sur la notion d'environnement. Donc l'environnement, c'est vous êtes dans l'espace, en apesanteur, dans ISS, et vous courez dans le vide comme ça. Vous avez déjà vu ça, le mec il court dans le vide et il bouge pas. Ou alors il tourne hyper lentement, mais il avance pas, quoi. Alors que bon, on se dit quand même il devrait avancer. Par contre, si jamais il prend appui sur le mur et qu'il pousse, donc il utilise son environnement, tout d'un coup, hop, il va se déplacer, il va traverser toute la capsule sans faire un mouvement. Cette notion d'environnement, elle est centrale dans ZIO. On dit voilà, on va essayer de modéliser un système dans lequel il n'y a pas d'effet de bord par défaut, et puis on va vous donner un environnement, et puis vous allez vous appuyer dessus, et hop, tout d'un coup il va se passer des trucs. Voilà. C'était mes deux histoires, j'en ai d'autres après. Aujourd'hui, ZIO, il y a deux versions, la version 1 et la version 2. Chez Sonos Voice, on n'utilise que la version 1, parce que la version 2, qui a bientôt un an, est encore pas hyper performante. Voilà, donc on n'est pas... voilà. Du coup, on est bien dans une niche de niche de niche, comme je l'ai écrit. Donc pour faire honneur au thème des slides, j'ai essayé de faire un dessin avec Stable Diffusion, en lui disant je veux une niche dans un niche avec un chien, un ordinateur. Bon, il m'a fait une niche avec un ordinateur avec un chien dehors. Bon, mais vous voyez un peu l'idée, quoi. Niche de niche de niche, bah oui, on est sur de la programmation fonctionnelle dans un langage particulier avec des paradigmes. Voilà, donc on est vraiment au fond du fond. Par rapport à des gens qui font du Java classique, c'est vraiment, imaginez-vous, c'est un autre univers, sauf que ça compile dans la JVM. Non, mais c'est quand même un point important. C'est aussi complètement open source, donc ça a été créé au départ, enfin en tout cas à l'origine, c'est l'idée de John DeGoes qui s'est inspiré de Scalasi. Alors il n'est pas du tout controversé, ce garçon. Voilà, c'est là qu'on dit il faut séparer l'œuvre de... Voilà, le truc horrible à dire. Bon, heureusement, alors John, évidemment, il a plein d'idées, donc c'est un laboratoire d'idées et quelqu'un avec une réputation et certainement un comportement qui sont très très discutables, vous voyez. Mais bon, c'est triste, hein, voilà. Mais bon, il est quand même assisté de gens comme Adam Fraser qui font beaucoup de travail sur la partie technique, donc c'est quand même quelque chose qui vit un peu indépendamment de cet homme, voilà. Mais voilà, malheureusement, on est obligé de lui dire ah, c'est du cas. J'avais dit que j'avais mis une photo et puis j'ai pas mis sa photo. Vous googlerez John DeGoes, vous ne serez pas déçus. ZIO, comment ça marche? Alors, la signature de ZIO, c'est le petit machin qui est là-haut avec les crochets. Donc ça, c'est une signature typiquement de ce cas-là, on va dire. Donc on dit voilà, ZIO, il a besoin d'un environnement d'entrée. Voilà, ça c'est obligatoire. C'est obligatoire, mais il peut être vide. Et il va vous retourner une erreur et il va retourner une valeur.
en général, il vous retourne soit une erreur, soit une valeur. Il ne peut pas retourner les deux en même temps, il choisit, soit j'ai réussi, soit j'ai échoué. Et en fait, dans ces deux objets, il va vous retourner autant de contexte qu'il veut. Donc il peut vous donner une valeur qui contient une petite erreur, ou une erreur qui contient une petite valeur. Il fait un peu sa sauce, mais au départ, mais à la fin, on dit bien vraiment, l'effet, il a réussi ou il a échoué. C'est ce qu'on appelle une computation, donc c'est des fonctions qui font un calcul, qui au départ sont donc purement fonctionnelles, qui ne font rien, jusqu'à ce que vous leur donniez l'environnement. Dans ZIO, il y a aussi tout un système de support de fibres et de concurrence et de parallélisme, donc c'est très très puissant, c'est compatible avec CATS-Effect, les gens connaissent peut-être CATS-Effect, peut-être plus que ZIO, bon. Et ça fait de l'interop avec Java, donc avec les futurs et autres, donc si vous avez fait des futurs en Java, vous pouvez brancher ça dans ZIO, ça marche relativement bien, c'est possible de parler avec ZIO depuis du Java, enfin plutôt l'inverse. On va rentrer un peu en détail avec un dessin que j'ai fait moi-même avec amour, parce que c'est un peu la façon dont je me représente comment marche tout ce bazar. Donc votre fonction, vous imaginez que c'est une fonction mathématique qui va prendre un environnement. Donc l'environnement, lui, il fournit de quoi interroger l'environnement. Donc on va y venir, mais en gros, c'est un trait, donc c'est une interface. Et par exemple, il va vous dire si le ciel est bleu ou s'il pleut. Donc imaginez, le ciel est bleu, le ciel est bleu, votre fonction, elle va dire est-ce que le ciel est bleu? Et si le ciel est bleu, elle va faire un calcul et elle va dire ah bah je suis contente parce que si le ciel est bleu, je peux aller dehors. Et le ciel n'est pas bleu, ah bah je suis pas contente donc je fais une erreur, je peux pas aller dehors. Voilà. Donc l'idée c'est que votre fonction, elle prend l'environnement et elle va retourner une erreur ou une valeur et elle va la passer à la fonction d'après. Comme c'est du functional programming, moi l'image que j'aime utiliser, c'est une espèce de rivière, c'est un flux qui descend comme ça dans votre code et vous versez en haut vos données, enfin votre entrée et à la sortie vous avez quelque chose qui est calculé que vous pouvez utiliser. Et en fait vos fonctions c'est juste des blocs que vous mettez comme ça qui vont filtrer ces deux canaux, hein, erreur et valeur, qui parfois vont les échanger parce que parfois vous allez recevoir une erreur et dire alors quand il y a une erreur, mais que c'est un 500, mais que dans le body, il y a marqué un truc, je prends le body et je transforme mon erreur en succès. Vous voyez, vous avez déjà fait ça ou pas? Ça vous parle ces trucs-là? Jamais? Bon, ok, peut-être ça vous arrivera, vous verrez. Du coup, erreur et valeur, il y a un moment, voilà. Mais du coup, on clarifie un peu ces deux concepts et après, on les manipule comme on veut, le long de cette espèce de grande rivière qui coule et c'est assez élégant. Ce qui est super en ZIO, c'est qu'on peut fail fast très rapidement, c'est-à-dire en cas d'erreur, on peut dire voilà, j'arrête ma rivière, je remonte tout en haut de mon écluse et je gère mon erreur de manière top level. Donc ça, c'est un peu comme les exceptions en Java, hein, c'est le même genre de workflow, mais à l'intérieur de ZIO. Quand il n'y a pas d'environnement, eh ben en fait, c'est du FP classique. Et, les effets de bord, ils doivent être induits par l'extérieur, mais s'il n'y a pas d'environnement, c'est très compliqué d'induire des effets de bord. Du coup, à quoi ça ressemble concrètement? Ça ressemble à ça. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Il y a trois gros objets. Donc d'abord, il y a une layer ou un layer. À nouveau, je ne suis pas très clair sur le genre. Moi, j'aime bien dire un, mais tout le monde dit une. Bon, je sais pas. Donc la couche, elle, c'est une interface. Donc l'interface, elle a des fonctions. Donc voilà, là, il y a deux fonctions. Can run, qui vous dit est-ce que tu peux run? Alors oui, je peux run, donc elle te retourne une string, ou sinon elle retourne une erreur. Et ensuite run, et donc là, quand ça se passe bien, elle retourne un succès, et quand ça échoue, elle retourne une erreur. Voilà, donc ça c'est l'interface toute simple qui décrit votre environnement. Et derrière, vous allez du coup faire une implémentation concrète. Donc c'est la classe qui est en dessous. Donc elle s'appelle Simple Service Live. Elle a besoin d'un logger parce qu'elle va loguer des trucs. Et elle va juste surcharger les deux fonctions du trait avec une implémentation. Donc le triple point d'interrogation, là, c'est une syntaxe correcte en ce cas-là qui veut dire « Ah, l'implémentation, je l'écrirai plus tard, alors m'embête pas avec le type. » C'est hyper pratique quand vous ne savez pas trop ce que vous allez écrire dans votre code, vous mettez les points d'interrogation partout et il est content, le compilateur. Après, quand vous l'exécutez, il est moins content, mais vous pouvez tenter de le compiler. Et à la fin, vous avez un constructeur qui, lui, donc vous avez vu, mon Simple Service Live, il a besoin d'un logger, parce qu'en fait, il va loguer des choses quand il va s'exécuter. Donc bien, on comprend bien que là, cet objet, il est fonctionnel pur, il marche sans rien, mais en fait, l'implémentation concrète, elle a besoin d'un logger pour écrire. Elle a besoin de l'environnement pour écrire dans sa console. Donc quand vous allez l'instancier, donc c'est l'objet qui est en dessous, qui lui est un objet statique, on va dire, pour simplifier, il vous fournit une fonction qui s'appelle layer, et elle va dire, alors moi j'ai besoin, URLayer d'un logging, donc à gauche, mon environnement c'est logging, et en sortie, je te donne un objet qui has, donc has ça veut dire qui possède le trait simple service, et puis on l'instancie. Et une fois qu'on a fait ça, on va le mettre dans l'environnement, et tout au début, on va dire, tiens, je te donne logging, et hop, si tout ce truc-là va se mettre à marcher, et à pouvoir faire des trucs de log. Un autre exemple que je peux vous montrer, c'est sur l'environnement console. Donc quand vous écrivez dans la console aujourd'hui, vous faites du println. Enfin, en gros, vous avez ces 5 fonctions-là. Je ne vais pas les résumer parce que c'est celle-ci. Donc une première fonction qui permet d'écrire une chaîne, la même qui permet d'écrire la chaîne sur l'erreur standard,
et les deux mêmes avec un petit retour chariot au bout parce que c'est bien pratique, et une fonction qui permet de lire une chaîne. Voilà. Une fois que vous avez ça, on peut dire j'ai une console dans laquelle je peux lire et écrire des données, et ça c'est le départ de donne-moi ton âge, devine mon nombre, j'écris un message d'erreur, tout ça, quoi. Voilà. Et donc là on voit les signatures ZIO qui correspondent, et on voit par exemple que pour la fonction qui permet de lire l'entrée standard, on a besoin de l'environnement d'une console, on a besoin d'une console physique, parce qu'on va lire des octets d'un truc, donc on a besoin d'un gars qui nous fournit la console. Et quand je lis une chaîne, eh ben, soit ça se passe bien et je te retourne une chaîne, ce qui est cool, soit ça se passe mal et j'ai une exception. Le mec a débranché le clavier. L'ordinateur s'est éteint. Bon, alors là, on n'a plus l'exception, mais bon. Il peut se passer des trucs quand on parle à une console qui vont être un peu surprenants, qu'il faut gérer. Voilà. C'est un peu comme ça qu'on fait du coup l'injection de dépendance. Donc la dependency injection, qui est un sujet chaud dans Java depuis toujours, parce que c'est des sujets compliqués, mais en fait, en ZIO, on le fait via l'environnement. En fait, on construit un environnement qui juste a besoin d'interfaces, et puis en face des interfaces, on va venir positionner des objets concrets qui, eux, implémentent ces interfaces comme on veut. Un petit détail, voilà, donc là, c'est un exemple d'implémentation entière qui utilise la console. J'espère que c'est assez gros, que vous voyez bien. En travers d'ici, c'est tout petit. Donc là, c'est un programme qui va écrire une chaîne sur la sortie standard, récupérer un nom en faisant get strln et écrire hey, tu t'appelles machin. Voilà. C'est trivial. Ça utilise une for comprehension, donc le truc, le for avec les accolades. Il y a des gens qui ont déjà fait du Python ici? Ok, les for comprehension, c'est à peu près les mêmes qu'en Python, mais pas tout à fait. C'est-à-dire c'est un générateur itérateur qui s'arrête dès qu'il tombe sur un objet non, un objet nul. Du coup, ça vous permet d'avancer dans un flux d'exécution, et si jamais il y en a un qui échoue, vous vous arrêtez plus tôt. Voilà. Ça, c'est utilisé très très souvent en ZIO, parce que c'est un mécanisme classique. On va exécuter des effets un par un, parce qu'ils réussissent, et si jamais il y a un des effets qui échoue, on s'arrête, on aborte, et on retourne à la plan. Typiquement, vous vous connectez à une base de données, vous faites une requête SQL, vous déballez l'objet au bout, vous comptez « Ah, il n'y a pas le nom d'item ». Bon, bah là, au lieu de continuer les opérations arithmétiques sur l'objet que vous avez reçu de la base de données, vous voulez vous arrêter, fail fast, et du coup, la for comprehension, elle s'arrête et elle va directement vous permettre de gérer l'erreur autour de la for comprehension et du coup au niveau de la plan. Donc ça, c'est un exemple assez simple. Maintenant, chez nous, en prod, ça ressemble à ça. Alors là, il y a deux écrans. L'écran de gauche, c'est la définition d'un système qu'on utilise vraiment en prod chez nous, avec toutes les interfaces dont il a besoin pour fonctionner. Voilà. Donc là, vous avez un exemple. Donc ce truc-là, il a besoin d'un downloader live S3, d'une layer S3. Donc ce truc-là, il télécharge les fichiers d'S3, il fait du SQS, il fait des appels bloquants, il a du content, branded content, donc ça c'est des données de base de données, il a des clients, il a des exporteurs, il a une horloge et il a des configurations. Vous voyez, donc ça, en gros, ça dit mon système pour qu'il marche, il a besoin de tout ça, parce que s'il lui manque un de ces trucs-là, eh ben, il ne pourra pas faire tout ce qu'il est supposé faire avec son environnement. Et à droite, c'est la même version, mais vue avec l'arbre de dépendance. Donc en gros, ce qu'on peut faire avec ZIO, c'est lui dire, alors excuse-moi, tu peux me donner tous les objets dont j'ai besoin pour que ça marche. Et lui, il va dire, ah, mais pas de problème, tu as besoin de la configuration. Alors pour la configuration, tu as besoin d'un logger, donc ça c'est tout en haut. Ah oui, par contre, pour un logger, il te faut une horloge, une console et système. Donc en gros, les systèmes de base qui assurent que ça marche. Parce qu'une fois qu'on a une horloge, une console et un système, on peut écrire tes logs avec l'heure dedans, par exemple. Vous voyez, c'est un peu bête. Hein. Et du coup, la configuration, elle peut aller charger un fichier parce qu'elle a système, et en plus, elle peut, si jamais un problème, écrire un message de log dans votre console. Donc cet arbre à droite, c'est un truc que vous ne fabriquez pas vous-même, hein, c'est ZIO qui le fait pour vous, mais qui permet de voir un petit peu à quel niveau de complexité vous avez à faire, sachant que là, on est vraiment sur des programmes qui sont de taille moyenne. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, nous, on a une quinzaine de microservices, tout est écrit en ZIO, donc ces trucs-là, c'est des trucs assez fréquents, parce que c'est des gros programmes, hein, ils sont un peu dodus, c'est des vrais programmes de prod. Après, comment ça marche concrètement à l'intérieur des services? Donc là, je vous montre des exemples de code, à nouveau du vrai code de la vraie vie. Donc vous avez à droite, tout en haut à droite, vous avez la définition des services qui dit ah, alors moi j'ai besoin d'un système d'export de catalogue, j'ai besoin d'un système de data pour les jobs et j'ai besoin d'un système news. Donc ça c'est les dépendances externes. Et nous ce qu'on fait pour éviter les ambiguïtés, on prend chaque layer, chaque service qu'on nous fournit et on met un petit alias sympathique. Donc là vous les voyez, on a Job Data Service à gauche, on a le catalogue export service et le news service. Donc ça c'est en fait finalement, c'est juste un appel de fonction. À la fin, vous voyez, une fois que tout est branché, je suis juste dans mon petit système et je dis « Ah oui, alors j'aimerais bien parler à cette fonction du catalogue. » Donc j'appelle une fonction juste classique et banale, et au bout, c'est du code Scala qui va exécuter mon code, donc il n'y a rien d'extraterrestre, mais c'est moi qui ai choisi précisément quelle implémentation du catalogue j'allais utiliser. Au-delà de ça, dans ZIO, il y a beaucoup de piles incluses, comme on dit en français, des batteries included.
C'est important parce que au départ, moi, quand j'ai commencé à écrire mon talk, j'ai dit ah oui, j'ai dit oui, c'est un framework. Et on m'a dit non, c'est pas un framework, c'est une bibliothèque. J'ai dit ah bon, d'accord. Donc effectivement, c'est une bibliothèque sur laquelle vous allez construire votre framework. Mais il y a beaucoup de trucs qui ont été inclus à l'intérieur. Donc là, il y a des gens qui ont fait du Haskell dans cette salle. Ah, ce qui ne sont pas très nombreux. Hein. Ouais. Les opérateurs avec les étoiles et les supérieurs et les machins, tous ces trucs-là, c'est des trucs qui viennent du Haskell, qui vous permettent de combiner des effets de manière assez évidente une fois qu'on sait ce que ça veut dire. Et sinon, c'est absolument horrible. Voilà. En plus, vous pouvez chercher dans Google étoiles supérieures et vous allez voir, vous ne trouverez jamais la définition. Mais si vous allez ouvrir zio.scala dans le repo, vous allez voir que c'est flatmap machin, enfin c'est très simple. Et ça, l'idée, c'est de dire, on fait de la programmation fonctionnelle dans le monde zio et on va exécuter les effets les uns après les autres, comme je vous ai dit tout à l'heure. Je fais une requête de base de données et ensuite le résultat, je le passe au gars qui va extraire le bon champ et ensuite le résultat, je le passe au gars qui va faire un petit calcul, etc. etc. Donc et ensuite je le passe, c'est ces opérateurs-là, sachant qu'il y a des opérateurs qui disent tiens, fais une requête à une base de données et fais une requête HTTP et le premier des deux qui gagne, tu m'envoies le résultat. Donc du coup, on peut faire du parallélisme hyper facilement, ou dire, alors si jamais le deuxième effet il échoue, fais une requête base de données, fais une requête de métrique, mais si la requête de métrique elle échoue, c'est pas grave, on n'aura pas de métrique, mais continue, t'arrêtes pas parce que t'as pas réussi à envoyer ta métrique, genre de truc. Donc ces opérateurs-là, compliqués à comprendre, hyper puissants en pratique. Voilà, ça c'est un peu l'idée de Zadeo. Comment est-ce qu'on teste avec Zadeo ? Alors là, j'ai décidé de vous montrer un peu les exemples de tests dans ZIO, du plus simple au plus compliqué, que vous voyez un peu la puissance du framework. Parce que pour moi, ce qui a déclenché l'envie d'écrire ce talk et de venir vous parler ici aujourd'hui, au-delà de votre présence charmante, n'est-ce pas, c'est un peu de vous montrer la puissance des tests qui est incomparable avec ce qui existe ailleurs. Voilà. Donc un test simple, donc ça, vous allez voir, si vous avez déjà fait un peu de Scala ou un peu de Java ou un peu de Groovy, du dialecte traditionnel JVM, on reconnaît assez bien les tests. Donc on a une fonction là qui coupe des objets en rondelles et qui vérifie que chaque groupe fait la bonne taille. Voilà, donc on coupe en 1, en 12 et en 6, un groupe de 3 bidules, et on vérifie qu'à la fin, quand on coupe en 1, en 12 et en 6, ça fait des tranches de bonne... Voilà, un truc classique qui coupe des objets. Bon, rien de très compliqué. Ça, c'est facile. On peut vouloir tester les logs. Voilà, qui teste les logs dans la salle ? Ouais, c'est dur de tester les logs. Enfin, c'est pas dur. La solution facile, docker exec, pipe, machin, et à la fin un grep dans mon fichier de log. Ça marche bien, mais vous avez besoin de docker, d'un fichier, d'un grep, c'est un peu chaud quoi. Là en ZIO, vous branchez une console qui n'existe pas, voilà, vous l'avez à gauche là, test console debug. Donc test console, c'est une console qui expose console. Elle expose tout console, donc println, voilà, les 5 fonctions dont on a parlé tout à l'heure, donc voilà. Mais en plus, il y a des fonctions en plus qui permettent d'aller voir ce qui s'est passé dans la console. Et donc, c'est ce qu'on fait à droite, là. On a une for comprehension. D'abord, on dit à la console, alors efface ton écran. Donc, elle efface ton écran. Ensuite, on appelle send request. Donc, send request, c'est du code à nous, qui ne sait pas du tout ce qu'il fait. Lui, on l'a juste donné une console. Donc, peut-être qu'il ne fait rien, peut-être qu'il fait des appels HTTP, des bases de données, tout ça. Il écrit des logs. Et à la ligne d'après, on récupère la sortie de la console et on la teste en bas dans une assertion. On dit, regarde dans le log, vérifie qu'il y a bien écrit warn. Voilà, le code qui a été exécuté à la ligne où il y a marqué resp flèche send request, il ne sait pas qu'il a écrit dans une console qui n'existait pas. Il ne le sait pas. Pour lui, il a écrit dans une console. Et nous, de dehors, on a mis ça dans notre petit environnement factice et on est allé regarder les logs en cachette et vérifier que ça marchait bien. Ça, c'est super. Ça, c'est le premier truc qui est vraiment super. On fait aussi des trucs du genre du mock de base de données. Donc là, c'est un exemple avec S3. On peut tout moquer. En fait, évidemment, comme tout est défini par des traits, vous pouvez dire, en fait, S3, pour faire du S3, j'ai besoin de faire quoi List bucket, get bucket, bon, quelques fonctions pour récupérer des fichiers dans S3. Donc si moi, j'implémente un mock qui a la même interface, mais qui fait autre chose, mon application, elle va croire qu'elle fait du S3, jusqu'aux erreurs d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Donc à la fois les succès et les erreurs, donc je peux faire des fausses erreurs S3, donc je peux dire S3 permission denied, du coup je vais renvoyer une permission denied dans mon test pour voir comment mon code il se comporte. Et tout ça, vous allez le modéliser. Et donc là, on a du test ici qui crée des faux buckets, qui les remplit avec des fichiers qui sont sur le disque. Et plus tard, notre SVC build NSBucket, bah lui, il va ouvrir S3, il va télécharger. Ah, bah c'est exactement ce qu'on a écrit là-haut. Et ça, c'est vraiment pratique parce que moquer S3 traditionnellement, bah, c'est pas facile. Hein. Le truc qui est hyper intéressant, c'est que du coup, à chaque fois qu'on a un layer S3, enfin un layer quelconque d'accès à un système externe, on peut faire un layer de test qui a la même interface et qui va nous permettre de moquer, donc de faire un faux objet qui va se comporter comme l'original avec des interactions qui sont très proches. On peut prendre une partie de l'implémentation originale et dire ah oui, alors en fait pour cette fonction-là, on va faire une autre fonction et remplacer précisément ces appels-là par un résultat qu'on attend. Donc ça, c'est assez puissant. La version finale, ou presque, c'est le service entier. Donc là,
on va, dans ce test-là, je ne vous montre pas tout le setup parce qu'il est un peu compliqué, mais en gros, on prend une application entière et on la branche à tout ce qui existe, tout ce dont elle a besoin. Donc on la branche sur S3, SQS, une base de données, le temps, etc. etc. Et ensuite, on va l'exécuter. Donc vous voyez, on a des tests.register_user, donc ces trucs-là, ça fait des requêtes HTTP. Et donc l'application, elle reçoit des requêtes HTTP, elle va enregistrer les gars dans une base de données. Tout ça est faux, hein. Elle ne sait pas, elle écrit dans une base de données. On va créer un job, elle va recevoir un job SQS, elle va l'exécuter, et puis écrire dans une base de données. Et du coup, après, on vérifie que le job il a bien transité, c'est-à-dire que l'application, en tant que boîte noire, elle est passée à travers tous ces états, et qu'elle a atteint l'état final qu'on attendait, c'est-à-dire que le process est bien terminé. Après, on recrée un job, et on vérifie que le job, de nouveau, s'est exécuté. Donc l'application, vraiment, on la prend, on la met dans un aquarium, avec un environnement complètement faux, et on regarde, et on casse les trucs, on teste exactement où on veut. Ça, c'est hyper puissant, parce qu'au lieu de faire beaucoup d'unit tests, avec ZIO, on peut faire beaucoup de black box tests. On prend votre application, on la met dans un environnement factice, et d'abord on simule le cas qui marche le mieux, le cas nominal, et après on va casser les morceaux jusqu'à ce que ça plante. Et ça c'est très bien, parce que quand on a des bugs en prod, une fois qu'on a compris le bug en prod, on fait un environnement dans lequel il n'y a que ce bug, on met l'appli dedans, et normalement l'appli elle explose. On change le code, et quand le test est vert, on sait que ce bug il n'aura plus jamais lieu en prod. Ça c'est super. On peut aussi faire du property-based testing, donc c'est-à-dire, vous connaissez le property-based testing? Qui connaît le property-based testing? Ok, donc ça l'idée c'est que vous avez un objet, imaginez un objet qui a un champ, qui a une valeur numérique qui peut aller entre 0 et 10 000. Bon, vous voulez être sûr que votre application elle marche bien pour toutes ces valeurs-là, donc soit vous faites une boucle avec vos petites mains, et vous faites de 1 à 10 000, voilà. Soit en fait vous avez un framework de test où vous lui dites, alors ce champ c'est un truc qui vaut entre 0 et 10 000, et toi tu vas me faire 5000 tests en tirant au hasard un nombre, qui n'est jamais le même, avec des valeurs. Et donc lui, il vous fabrique, donc là c'est un nombre, donc c'est facile, mais imaginez une structure de données dans laquelle il y a 30 ou 40 champs, vous voulez explorer une partie de l'univers des réponses de votre application, vous lui donnez, et là c'est très pratique de faire ça en ZIO et d'itérer dans cet espace vectoriel et de dire bon en fait ça se passe bien, ça ressemble un peu à du fuzzing, pour ceux qui connaissent, c'est-à-dire injecter des données volontairement un peu empoisonnées dans une application pour voir comment elle se comporte, mais là c'est plus dans un mode normal, quoi. Le property-based testing c'est un peu avant le fuzzing. Le dernier truc que je voulais vous montrer, c'était modification du temps. Alors ça, c'est le truc que j'adore, qui est hyper bien. Voilà, avec ZIO, c'est possible de changer le temps. Voilà. Qui sait changer le temps sur ces applications quand il les teste? Ok. C'est dur ou pas? Voilà, clock, c'est ça. En ZIO, on prend une clock, on met une fake clock, test clock qui est là-haut. Et la test clock, elle est comme la clock normale, elle avance. Si on ne touche pas, elle avance. Tic, tac, tic, tac. Et vous, en tant que testeur, on peut dire non, stop, avance de 500 millisecondes. Et là, la clock, elle avance de 500 millisecondes. Et votre appli, elle, qui est en train d'écouter la clock, on dit ah, il est 500 millisecondes plus tard. Oh punaise, j'ai peut-être des trucs à faire. Dans ZIO, il y a tout un tas de primitives pour faire du scheduling, des répétitions, des retries, tout ça. Du coup, c'est hyper facile de dire j'ai fait du code qui s'exécute toutes les 24 heures. Pour le tester, il faudrait que je teste mon code pendant 24 heures. Vous avez déjà mis des slips dans vos scripts de CI? Je sais que vous l'avez déjà fait. Je lance mon code, je slip 5 et je fais un curl. Ouais, ok, ouais. Là, il n'y a pas besoin. Là, en fait, vous ajustez l'horloge. Je dis, ah, 24 heures plus tard, est-ce que tout s'est bien passé? Voilà. Et ça, c'est vraiment hyper puissant. Ça, c'est le truc, c'est le deuxième effet buff. Après les bases de données, je trouve que c'est vraiment assez fou, quoi. Et on s'en sert en vrai chez nous. Ça paraît un peu extraterrestre, mais on s'en sert en vrai. Concrètement, chez Sonos Voice, nous, on a une seule grosse base de code. Donc, on a un monorepo, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est très facile de démarrer une application de zéro assez bien. On a des dizaines de modules qui sont prêts à l'emploi. Donc, évidemment, ça fait 4 ans qu'on travaille sur notre base de code. Donc, comme tout le monde, on a accumulé beaucoup de modules qui sont prêts à l'emploi. Il y a assez peu de code externe. J'ai mis les guillemets là parce que c'est un peu compliqué à expliquer. Mais l'idée, c'est que comme c'est une lib qui vient avec pas grand-chose, vous allez assembler vous-même votre application, votre serveur HTTP. Vous allez choisir un peu vos morceaux. Par rapport à Spring, par exemple, dans Spring, quand vous faites de l'authentification, il y a tout un tas de trucs qui sont livrés avec et qu'il faut configurer avec, je sais pas, à l'époque c'était du XML, peut-être c'est encore ça aujourd'hui. Et du coup, c'est assez ardu parce que le système, il vient avec plein de trucs. ZIO, vous commencez, vous êtes tout nu et c'est vous qui rajoutez les morceaux. Donc il n'y a pas beaucoup de dépendance sur le code externe. Et en général, le code externe, c'est vos clients HTTP, vos serveurs HTTP, vos clients de base de données. Donc c'est vraiment à la frontière de votre système, c'est jamais à l'intérieur. Donc quand vous avez besoin de changer des trucs, c'est assez facile à switcher. On se retrouve avec des conventions identiques dans toutes les applications, donc ça c'est un avantage du monorepo, mais évidemment avec ZIO en plus c'est plus facile. J'ai mis une demi-journée pour faire le premier endpoint d'un nouveau service avec un mec qui rigole, parce que suivant les boîtes, c'est soit beaucoup trop long, soit beaucoup trop court. L'idée, c'est que nous, avec le framework qu'on a chez nous, on fait une appli dont on fait l'image Docker qui peut aller dans un cluster de prod cube en une demi-journée.
ce qui est assez rapide. Évidemment, vous le faites en Python avec Flask, vous en avez pour 20 secondes. Faites l'image Docker, et faites les logs, et faites les métriques, et faites le machin. Voilà, nous, on a déjà tout ça. Derrière, on fait du OpenAPI et du Swagger. Du coup, c'est facile d'être interopérable avec des gens. Donc, c'est plutôt cool. Au final, on a une testabilité qui est hors norme. Donc, ce que je disais tout à l'heure, vous pouvez reproduire des bugs, vous pouvez réessayer votre environnement dans des états bizarres. Quand vous avez des trucs dont vous n'êtes pas sûr, vous pouvez modifier l'environnement jusqu'à observer l'erreur en vrai. Donc ça, c'est vraiment très bien. Les performances sont vraiment très très bonnes pour ZIO 1.0. C'est construit sur la JVM, donc ça c'est vraiment très bien. On utilise des fibres, donc il n'y a pas de thread, pas de green, pas de red, thread. Bon, c'est des fibres. Donc les fibres, c'est encore un paradigme différent, mais qui est relativement souple. Une fois qu'on s'appuie sur le parallélisme et le contrôle de flux de ZIO, c'est très facile de dire, bah, tiens, on fait ça en parallèle, et puis ça en parallèle, et là, on veut paralléliser avec un facteur de parallélisme de n, et du coup, on a une boucle, et si on a 100 000 éléments, on peut dire, on parallélise avec un facteur de 5, hop, il va créer les fibres tout seul, les gérer pour nous, et faire tout ce travail-là. C'est pour ça que, au départ, je disais que c'était plutôt un framework, parce que tout ce support de scheduling et d'exécution, il est quand même hyper puissant. En production. En production. Donc nous, on est sorti en juin 2022. Donc ça a été un succès immédiat. Donc la petite bosse à gauche, c'est quand j'ai fait des tests de charge sur le volume prévu. Et la petite bosse à droite, c'est la vraie charge. Donc on a été un peu submergé, on a été un peu surpris. On n'a pas eu trop de problèmes avec le code en tant que tel. On a eu beaucoup de problèmes avec l'infrastructure parce que nous, c'est un système à base de workers et de queues. Et pour ceux qui ont déjà fait un peu ça, vous savez, les queues se remplissent et puis elles se vident. Et si vous avez plein de queues qui contribuent au même système, ça fait comme des vagues dans votre système. Donc c'est très difficile à équilibrer. Une fois qu'on a scale up notre infra, on a cassé Amazon Music. Voilà. Ils nous ont dit, ah les mecs, vous faites trop de requêtes chez nous. Effectivement, sur des boucles de 500. Et c'était à cause de nous. Bon. Donc on a essayé on s'est un petit peu calmé avec ça, mais c'était ce qui était intéressant parce qu'en fait, on pensait nous qu'on allait prendre beaucoup de charge dans notre application et que le code allait casser. Et au final, vu que c'était relativement bien foutu, enfin entre guillemets, on a transféré la charge sur nos dépendances, donc Amazon Music. Voilà. Maintenant, on a mis un petit truc qui est no rate limit parce qu'ils savent pas faire et ça marche beaucoup mieux. Je voulais vous montrer d'autres petits graphes. Donc j'ai anonymisé les chiffres, donc j'ai mis pas mal. Voilà, donc ça c'est le nombre de catalogues qu'on fabrique avec les progressions par jour. Voilà, c'est pour vous montrer que c'est vraiment un système qui tourne en production à des échelles qui sont relativement grosses. Évidemment, c'est pas gigantesque. Hein. Et je vous ai mis une petite capture du nombre d'incidents PagerDuty qu'on avait eu. On a beaucoup d'incidents. Pourquoi parce qu'en fait, moi, avec mon passé Datadog, je suis arrivé en leur disant les mecs, il faut tout instrumenter. Donc on a mis des monitors, des machins partout. Et comme on n'avait jamais été en prod, on a réglé sur des valeurs qui nous paraissaient raisonnables, mais on n'avait jamais été en prod. Donc on vous dit, s'il y a plus de 3 erreurs en 1 minute, faut peut-être faire quelque chose, quoi. Donc vous mettez votre petite sonde de 3 minutes, vous la terraformez, vous êtes content. Vous arrivez en prod, il y a 4000 connexions par minute. Vous n'avez pas plus de 3 erreurs par minute parce que les clients qui se comportent mal, il y en a plein. Vous faites PG, il y a des incidents, ça vous réveille, blablabla. Voilà. Quelques horreurs qui arrivent dans la vraie vie. Donc en développement, on moque AWS. Donc vous voyez, on fait un faux AWS pour simuler S3, simuler SQS. Et en fait, au départ, on a pris la layer de base qui fait toute la partie authentification. Donc si vous faites du AWS sur votre machine, vous pouvez vous connecter et après vous avez accès à vos buckets S3 et c'est fantastique. Et on avait moqué une partie de ça, mais pas la partie authentification. Du coup, quand on lançait des tests en local sur notre Mac et qu'on pensait utiliser un S3 qui était faux, il nous demandait le credential AWS. Il disait hey, tu veux pas te loguer dans AWS? Et là on dit oh mais attends, tu vas faire quoi toi avec mon AWS et mes tests là? Donc là on s'est fait un petit peu avoir, mais bon c'était pas très compliqué à corriger. Le temps aussi, le temps c'est compliqué. Mélanger une horloge qui existe, qui marche vraiment, et une fausse horloge, c'est une fausse bonne idée parce qu'il y a des systèmes, ils ont besoin d'une horloge qui marche tout le temps. Typiquement tout ce qui est métrique et monitoring, eux ils veulent envoyer des métriques toutes les secondes. Vous voyez, c'est normal, hein, on fabrique des trucs dans l'appli, ils veulent pousser leurs métriques à l'extérieur toutes les secondes. Et si jamais vous arrêtez le temps à un endroit du code, les métriques elles ne peuvent plus partir. Et en fait, le système est tellement intriqué entre lui-même que les métriques s'arrêtent et puis tout votre code s'arrête. Et là, vous êtes là. Mais pourquoi mes tests mettent 4 minutes à s'exécuter alors que ça devrait être 3 secondes? Parce qu'en fait, le gars, il attend, le pauvre truc de métrique attend que le temps redémarre pour envoyer ces petits paquets là, et du coup, il est coincé. Donc ça, c'est des trucs un peu subtils et qui n'arrivent que quand on joue avec le temps. Mais comme dirait le docteur Emmett Brown, il ne faut pas jouer avec le temps. Voilà. L'autre truc horrible, c'est les stack traces de la mort. Voilà. Si vous avez déjà vu des stack traces de la mort, ZIO, c'est vraiment les stack traces de la mort. Parce que quand il y a une stack, le moteur ZIO, il vous dump toutes les fibres.
Donc vous avez déjà fait des dumps de threads de Java. Donc en général, il y a quoi? Il y a 20, 30 threads, ça dépend, quoi. Bon, ben, les fibres, il peut y en avoir 500. Donc il vous faut 500 stack trace. Et il y en a une dedans, c'est celle qui vous intéresse. En prod, on a eu des petites blagues intéressantes. Donc par défaut, c'est facile d'avoir un niveau de parallélisme de 1 avec les fibres. Donc ça va pas très vite. Donc vous avez votre consumer SQS qui reçoit les messages d'Internet, là, qui est hyper efficace. Le code, il est compact, il est bien testé. On a calculé que ça allait vite. Mais comme on fait les trucs un par un, bah, en fait, c'est hyper lent, quoi. Donc après, il faut tourner. Hein, c'est un réglage à changer. On dit, ah oui, faisons plutôt 20 en parallèle. Et hop, tout d'un coup, ça va 20 fois plus vite. Et ça tourne sur le même CPU. Hein, c'est ça qui est intéressant. Il y a quelqu'un dans cette salle, je ne veux pas dire qui parle maintenant, qui s'est trompé entre les millisecondes et les secondes dans un fichier de conf. Ça a une durée. Ouais, du coup, il a dit, ah, je vais mettre un timeout d'une seconde. Eh ben, oui. Du coup, qu'est-ce qui se passe quand vous mettez une milliseconde de timeout sur des requêtes HTTP? Zadaio, il obéit. Hein. Donc, il commence à fabriquer la requête HTTP. Elle va, hop, il arrête. Et donc, il arrête les métriques, il arrête les logs, il arrête les traces, il arrête les erreurs. Et vous, votre code, il fait juste boum. Attends, mais j'ai pas demandé une requête HTTP, moi, elle est partie où? Vous la trouvez pas, jusqu'à que quelqu'un vous dise, ah, mais tu as mis une milliseconde là. Ah oui, d'accord. Donc en fait, ça n'a aucune chance de sortir, ne serait-ce que de l'interface réseau de la machine. Donc voilà. Donc c'est le dernier point, l'annulation de requête est très efficace. Le scheduler Zadaio, il est très fort, mais si vous ne contrôlez pas ce qu'il fait, bah, vraiment, lui, il tue les trucs, quoi. Voilà. Au revoir, on est déjà arrivé quasiment à la fin de ce talk. En conclusion, est-ce que c'est à essayer? Ouais, carrément, je pense. C'est un framework qui va, enfin un framework, une lib qui va changer votre vision des choses. Clairement, le fonctionnel pur et la gestion de l'environnement et les effets, c'est quelque chose qui est vraiment radicalement différent de ce qu'on fait habituellement en informatique. Au début, c'est très très dur, vraiment très très dur. C'est juste un cadre de travail, donc il n'y a pas de garantie de succès, hein. C'est pas une formule magique, hein, donc de toute façon vous le savez, si vous faites de l'informatique depuis quelques années, on vous vend des trucs avec de la poudre de perlimpinpin, mais en vrai c'est compliqué. Bon bah là c'est pareil, ça a l'air fantastique et magique, mais en vrai c'est compliqué. Je pense que c'est vraiment une techno qui vaut le coup ça vaut le coup de jeter un nez à ça. Je sais qu'aujourd'hui, évidemment, hein, dans le monde Java, il y a des gens qui commencent à vouloir faire ce genre de trucs, ça commence à avancer, hein, tout ce genre de trucs, mais c'est encore le début. Voilà, c'était un peu pour vous montrer que ça marchait très bien en prod et qu'on était content. Voilà. Merci. Si vous avez des questions, des commentaires, des critiques, c'est maintenant. C'était trop clair. J'aurais dû faire une université en fait. Merci beaucoup encore.